Parti Rewmi. Il est notre invité. Avec lui, nous parlerons de toute l'actualité politique, notamment cette marche pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité. Nous sommes également avec Issa Tine pour la rubrique Vue du Net. Issa, bonsoir. Bonsoir Aïcha, bonsoir Khali, bonsoir à tous. Et c'est pour parler de quoi exactement? C'est pour parler exactement de la manifestation devant le Palais de la République pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité. Guy Marius Sagna, Babacar Diop, entre autres membres de ces organisations ont été arrêtés par la police, finalement donc gardés à vue au commissariat de Dakar, et donc nous y reviendrons avec les commentaires. Beaucoup de personnes en tout cas ont félicité Guy Marius Sagna pour sa démarche. Certaines personnes également ont tiré sur les Sénégalais, mais d'autres ont essayé de fustiger la démarche de Guy Marius Sagna et compagnie, qui ont essayé de défier le préfet de Dakar pour marcher devant le palais présidentiel. Ça sera détaillé tout à l'heure avec vous et Issa Tine, mais vous restez avec nous pour accompagner l'invité. Vous aurez également la revue de la presse en ligne qui porte la signature de Safiatou Cissé. Mais en attendant, nous sommes avec monsieur Diouf. Bonsoir monsieur, et nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Bonsoir Aïssa, bonsoir Issa, et c'est à moi de vous remercier de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir se prononcer sur l'actualité. Donc nous vous en remercions sur ça. L'actualité reste dominée aujourd'hui par cette marche de quelques ans, on peut le dire ainsi, et cette marche, c'est à cause de cette hausse du prix de l'électricité. Vous en pensez quoi exactement? Bon, tout d'abord, nous déplorons aujourd'hui ces arrestations, nous les déplorons et nous les condamnons, et nous pensons que ce ne sont pas des images qui honorent le Sénégal. Aujourd'hui, à ce 21e siècle, aujourd'hui, voir des jeunes, des compatriotes qui sont embarqués dans des fourgonnettes pour aller être embassés à la police, quand même nous les dénonçons, nous les déplorons. Mais il faut dire aussi que depuis 2012, le Sénégal est ainsi. Ce sont des images que le Sénégal présente, malheureusement. Ce que nous avons toujours dénoncé et déplorons. Nous pensons que le Sénégal, aujourd'hui, qui était vu comme une vitrine démocratique, ne devait pas aujourd'hui se permettre, quand même, honnêtement, d'être vu de cette façon. Et revenant aujourd'hui aux raisons de ces arrestations, ou bien aux raisons qui ont causé cette marche, nous pensons que ce n'est plus une surprise, hein, en réalité. Le président de cette République, de ce pays, Macky Sall a essuyé sur toutes ces politiques, et chaque secteur aujourd'hui, nous pouvons en donner beaucoup d'explications. Nous avions dit et redit à N fois bien avant que ça n'arrive, donc il n'y a pas de surprise. Parce que c'était peut-être justifiable. Non, parce que nous savions que les politiques qui ont été menées par le président de ce pays dans tous les secteurs mèneront à ces gens des conséquences. Donc c'était pour cela quand même que nous avons alerté et nous avons dit aux Sénégalais que, par exemple, ce président aujourd'hui, si toutefois vous lui donnez un deuxième mandat, voilà les conséquences. Mais ce qui est un peu étonnant et frustrant, pour ne pas être insolent, ça ne tient pas la route en réalité. Ce sont des qui ne tiennent pas. Puisque il y a de cela 2 jours, le DG de la Sénélec a donné une des raisons, notamment la raison concernant la hausse du baril. Et nous le disons, ce qui est paradoxal, je dis les gens qu'il y a 2 éléments. Beaucoup de personnes oublient que l'État du Sénégal, le gouvernement notamment, au mois de juin, précisément le 29 juin 2019, a sorti un nouveau grille tarifaire pour tous les produits pétroliers. Et sur ce nouveau grille, il y avait une augmentation sur tous les produits pétroliers, sauf le combustible. C'est le fuel qui est utilisé par la Sénélec. L'essence était augmentée, le gasoil, l'essence même, je pense, des pirogues et au-delà. Mais il y avait une baisse sur la tonne du combustible de fuel. Et je pense que c'était à 556 000, l'État l'a amené à 506 000.
il y a de cela 4 mois. Est-ce qu'il y avait une baisse du prix de l'électricité en ce temps? Et c'était considérable. Considérable. Encore que c'est la principale matière première utilisée par la Sénélec qui aujourd'hui représente beaucoup dans les charges d'exploitation, c'est le fuel en réalité. Donc, ce qui est paradoxal. 4 mois derrière, on a baissé le prix des matières premières que la Sénélec utilise et la Sénélec n'a pas baissé le prix de l'électricité. Où était la marge? Et aujourd'hui, on baisse le prix des matières. C'est un argument international et facilement démontable. Je disais tout à l'heure en Wolof que même les enfants, les élèves qui font le BFM savent qu'aujourd'hui, il y a une relative stabilité quand même du prix du baril au niveau international. La fluctuation ne dépasse pas $5, c'est entre 59 et $61. Et ce qui est encore effarant et marrant dans cette affaire, c'est quand depuis 7 ans, et bien je dis 7 ans, le baril du pétrole a chuté drastiquement. Si vous vous souvenez bien, en 2011, quand on parlait des émeutes d'électricité, c'était quoi? Il y avait le baril de pétrole était à presque $130. L'État du Sénégal avait des plans qui étaient tellement exorbitants comme le plan Takal, ce qui avait entraîné des dettes à la Sénélec. Et forcément, la Sénélec ne pouvait plus le tenir en 2011. Mais par coïncidence et par sens, quand Macky Sall est arrivé, le prix du baril a chuté drastiquement. Mais jusqu'à présent, la Sénélec ne peut pas tenir. Justement, et encore la situation s'aggrave. Pendant 5 ans, la Sénélec a piffé beaucoup de marge, surtout la partie concernant le baril, parce que le baril avait carrément baissé, il n'y avait pas de baisse de pétrole. Donc vous croyez que la Sénélec n'est pas en train de souffrir? Non, en fait, ils ont déclaré un manque à gagner de... C'est pas un manque à gagner. Pour nous, la Sénélec supporter ses charges d'exploitation. C'est ça la question. En fait, il faut que la Sénélec dise la réalité aux Sénégalais. Et la Sénélec aujourd'hui est en train de payer des dettes en réalité. Pour nous, ce sont des charges qu'il ne peut plus tenir. Maintenant, il veut augmenter l'électricité, publicité pour pouvoir supporter ces charges. Et pour nous, ce n'est pas durable. C'est la population qui va en pâtir. Même cette stratégie, quand on dit que ce sont les bourses fortes, c'est faux. En réalité, ce n'est pas vrai. Ils ont augmenté pour tout le monde. Et malheureusement, ça risque de continuer ainsi. Mais ils ont dit que si ça dépasse 25 000 peut-être... En fait, non. Pour nous, ce sont des éléments à servir à la population, histoire un peu de calmer la population. Mais il faut le dire, les faits sont là. Et tout le monde a constaté une hausse de l'électricité bien avant même que ça soit annoncé. C'était juste une façon de se conformer, d'être un peu plus ou moins transparent que la Sénélec a annoncé. Mais vous avez fait le constat vous-même. Évidemment, oui, parce que je fais partie des Sénégalais aujourd'hui qui vivent dans des conditions, je ne dis pas extrêmement difficiles, mais dans des conditions moyennes. Donc, je l'ai senti comme tout le monde et je ne suis pas surpris par ça en réalité. Aujourd'hui, on voit sur le terrain des hommes qui se sont levés comme les Diop, déjà interpellés. Et pourquoi pas les hommes politiques? Vous savez, moi j'ai dit, ce que j'ai dit tout à l'heure en Wolof, je pense que ce combat, nous l'avons mené et nous l'avons commencé depuis fort longtemps. Maintenant, nous respectons chacun sa façon de voir et sa façon de mener la lutte. Pour nous, au-delà même des politiques, c'est un combat citoyen. Non, écoutons, il faut que... Combattre et alerter, c'est deux choses différentes. Vous avez alerté, mais vous n'avez pas combattu. Mais en fait, je vous dis par là que le combat citoyen ne revient pas seulement aux hommes politiques ou aux politiciens. C'est vous qui avez l'habitude de nous dire que les politiciens ne représentent même pas 5%. Pour moi, il y a des combats qui nécessitent une mobilisation générale au-delà des politiques. Et nous avons des exemples de beaucoup de pays. Donc vous voulez rejeter la balle vers la population? Je ne rejette aucune balle. Je dis, ce sont des combats citoyens où ce n'est pas seulement les politiques qui doivent porter la preuve, ceux qui sont levés, ce sont des politiques. Et pourtant, ils ont appelé la population et certains ne sont pas partis. Babacar Diop, c'est un politique. Guy Marius Sagna, c'est un politique. Donc oui. Combien de fois les hommes politiques ont appelé des manifestations au niveau Mais si on voyait par exemple Idrissa Seck au devant de la scène, Ousmane Sonko au devant, peut-être ça sera beaucoup plus attractif. Vous savez, souvent je le dis,
Il y a des combats où, par exemple, pour moi, si les hommes politiques sont devant même, ça arrange le pouvoir, ils vont finir de politiser l'affaire. Et il faut que certaines questions, nous évitons de les politiser. Tu sais, cette question de hausse de l'électricité, quelque part, moi, quand j'en parle, j'indexe toujours en premier la Sénélec de son management pour arriver au ministre et au président. En fait, en réalité, il faut le dire, dans ce pays, comme on dit, si vous voulez que la vérité disparaisse, il faut politiser le combat. Moi, ce qu'on dit en Wolof, pour une décoration politique. Et certains combats doivent être menés par toute la population et non seulement la politique. Pensez-vous que l'État va reculer? Évidemment, si nous continuons la mobilisation et si tout le monde continue à contester cette hausse, forcément l'État n'aura de choix que de revenir en arrière. Et avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ces images... Évidemment, c'est regrettable, mais certainement si ces images aujourd'hui, nous permettront quand même... parlent au niveau international. Va permettre à l'État de reculer, mais... L'actualité du jour reste dominée également par ce rapport d'audit de l'ARMP de 2017 qui a quand même épinglé plusieurs directeurs, je veux dire ex-directeurs comme Cheikh Omar. Quelle est la pertinence de ces institutions ou bien de ces autorités de régulation et corps de contrôle? Quelle est leur efficacité? Quelle est la finalité du travail? Puisque, je donne un exemple juste, c'est un rapport qui date de 2017. Et honnêtement, de 2017 à 2019, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? L'efficacité de ces rapports, puisque Cheikh Omar qui est devenu maintenant et tant d'autres. Et chaque année c'est comme ça. La première chose qu'il faut déplorer, c'est le retard de ces rapports-là. On publie des rapports N+2, c'est-à-dire 2 ans de rapports, 2 ans de retard. Deuxièmement aussi, à quoi maintenant c'est ces rapports? Mais ça ne peut pas être quand même publié la même année parce que c'est non, un rapport, effectivement, par principe, c'est N+1. C'est quand même une très longue investigation. Justement, mais c'est un rapport quand même. Nous tous, nous travaillons, nous faisons des rapports. Normalement, ça doit être annuel. C'est annuel. Voilà. Encore que ce sont des cabinets qui travaillent, qu'on donne ce travail, qui le font. Tout à fait. Et je dis clairement qu'en réalité, peut-être les cabinets avaient fini ces rapports-là depuis tôt, mais les gens avaient choisi le timing de les publier. Maintenant, revenons sur aujourd'hui la finalité de ces rapports-là. À quoi de ces travaux-là, c'est-à-dire l'ARMP, l'ARTP, l'IGE, s'ils font le rapport et qu'ils n'ont aucun moyen s'il n'a pas la volonté, le président, ou le désir, comme le disent certains, de poursuivre ces personnes-là, malheureusement, ça finira toujours comme ça. Et c'est comme ça. Et pourtant, dans d'autres pays, ces rapports-là, même en France, ils sont exploités. Mais au Sénégal, quand même, tel n'est jamais le cas. On a suivi un parti. Peut-être si c'était le l'opposition ne gère aucune institution. Naturellement, les gens de l'opposition ne gèrent pas des structures. Je dis si vous étiez au pouvoir. Non, évidemment. Si vous regardez dans nos propositions de programme, nous disons toujours que les corps de contrôle doivent avoir l'autorité et l'initiative de pouvoir saisir la justice. Directement. C'est-à-dire, nous, dans nos propositions, on dit clairement que, par exemple, aujourd'hui, avec, comment ça s'appelle encore, l'IGE, c'est à l'IGE de saisir directement la justice pour que les personnes incriminées ou incriminées soient aujourd'hui traitées devant la justice. Croyez-vous que ces corps de contrôle ont des moyens nécessaires pour pouvoir poursuivre des personnes? Oui, ils n'ont pas les moyens juridiques. Ils n'ont pas les moyens juridiques. Et ça, c'est le président de la République qui doit le donner. C'est un problème de volonté politique du président de la République. C'est au président aujourd'hui de faire, ou bien à l'Assemblée nationale, de faire modifier aujourd'hui les textes qui régissent ces cours de contrôle pour qu'ils puissent avoir le pouvoir ou l'autorité ou je ne sais quoi, l'initiative de pouvoir saisir la justice. Est-ce que ce n'est pas un peu le rôle de l'Assemblée nationale? Par exemple, oui.
Mais aujourd'hui, notre Assemblée nationale, c'est quoi? C'est de la redondance de la présidence aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler de séparation de pouvoir dans ce pays, puisqu'il y a des députés de Macky Sall. Oui, majorité écrasante, mais aussi des députés du président de la République. D'ailleurs, par les discussions, par les essences épistolaires qui se passent ces temps-ci, ça justifie qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des députés du peuple, certains, aussi de la majorité, ce sont des députés du président de la République. Parce que c'est des députés choisis par des listes aussi. Donc, d'efficacité de ces corps de contrôle, mais aussi de pertinence. Si aujourd'hui ces rapports ne seront pas exploités, si ces rapports-là aujourd'hui ne serviront à rien, pourquoi aujourd'hui investir autant de budget dans ces corps de contrôle? Allez regarder au niveau de l'ARMP les salaires que les gens payent là-bas. Allez regarder au niveau de c'est pour pouvoir faire le travail. Maintenant, faire un travail qui n'aura aucun aboutissement, à nous avis, ça n'a aucun sens. On perd deux fois. Donc, vous de Rewmi, qu'est-ce que vous proposez exactement? La suppression de ces coordonnées ou bien essayer de renforcer? Nous, au Rewmi, nous ne prenons pas la suppression. Nous demandons à nous disons que ces coordonnées doivent être renforcés et on leur donne le moyen de pouvoir saisir la justice sans passer par le président, sans pour autant attendre que le président puisse saisir la justice. Être à 100% autonome. Voilà. Nous, effectivement, nous sommes conscients que ce sont des outils qui sont des outils d'aide à la décision. Ça doit permettre le président de prendre certaines décisions. Donc nous les conserverons de toute façon et nous les renforcerons, nous lui donnons un pouvoir de pouvoir saisir la justice. Maintenant, pourquoi on nous demande une suppression? Si aujourd'hui il n'y a aucun suivi, il n'y a aucune suite de leurs rapports, nous pensons que ça n'a aucun sens de les maintenir, il faut les faire disparaître sous le régime de Macky Sall. C'est ça l'avis. Parlant de décision, une autre décision a été prise, c'est celle du report des locales. L'opposition n'est-elle pas un peu responsable sur ce coup-là? Absolument pas. Je dis bien absolument pas. Le report des locales, et je l'ai dit tout à l'heure, en premier, nous condamnons déjà par principe le report de c'est une béaba de la démocratie. Donc, par principe, nous condamnons ce report. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, quelque part, nous en avons dit aujourd'hui, parce que nous avons posé aujourd'hui des conditions à l'État du Sénégal, au gouvernement du Sénégal, avant d'aller des élections. Et ces deux principales conditions, c'est de quoi? C'est l'audit des fichiers et l'évaluation du processus électoral. Puisque, à notre avis, il faut aujourd'hui s'inspirer, il faut aujourd'hui tirer les leçons des expériences vécues. Nous avons fait beaucoup d'élections, mais il faut reconnaître que les 4 élections que nous avons fait durant les 7 ans de Macky Sall sont les élections les plus mal organisées, les plus catastrophiques, jusqu'à les élections passées de 2019. Nous nous sommes rendus compte, et nous l'avons toujours dit bien avant les élections, que nous avions un fichier truffé, un fichier qui n'était pas fiable. Nous l'avons dit. Le processus électoral était biaisé. Et ce sont des éléments que c'est pour cela qu'il faut s'en féliciter, il faut se féliciter depuis hier. Le dialogue politique, ils ont trouvé un accord sur cet aspect, ces deux éléments-là, et nous en pour remercier notre vice-président qui est aujourd'hui le coordonnateur du pôle de l'opposition, M. Déthié-Fall. Depuis hier, le dialogue a pu aboutir quand même à ce que le fichier soit audité et que le processus électoral soit évalué. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, ce sont des choses qui sont faites par des consultants nationaux et non internationaux. Auparavant, les gens le faisaient par des consultants internationaux. Maintenant, pour revenir à ce que vous dites, nous l'avons avant d'aller les élections de 2019, nous savions pertinemment que les fichiers n'étaient pas fiables et étaient truffés d'erreurs et d'irrégularités. C'est pour cela, toute l'année 2018, si vous vous souvenez, nous avons tous demandé à ce que les fichiers soient publiés, à ce que les fichiers soient au moins remis au Sénat. Mais c'est à 2 mois des élections présidentielles que le fichier a été remis au Sénat. Donc pour dire qu'il y avait une volonté réelle de ne pas aujourd'hui organiser des élections transparentes et... Donc pour les élections prochaines, peut-être on ne va pas entendre une opposition qui va crier, peut-être, ou bien nous parler de fichier électoral. Donc il faut féliciter quand même le pouvoir. Non, en fait, non, il n'y a rien à féliciter. Pour nous, ce sont des choses qui sont normales. En réalité, nous
de manière très transparente. Hein. C'est ça la demande. Pour les prochaines élections. Non, pour les prochaines élections, nous pensons qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont des élections transparentes. Mais attention, c'est pas seulement le fichier et que le pouvoir ou bien le régime pour tripartir des élections. Vous tous vous souvenez l'histoire des bourrages d'urnes dans le nord, l'histoire des gens qui viennent voter des transferts d'électeurs de région en région. Là. Ce sont des éléments, mais ce sont de départ. Si le fichier n'est pas bon, pratiquement rien ne peut aller. Mais ce report, peut-être, ça vous arrange quand même, Khalid. Absolument pas. Parce que vous, après la présidentielle, peut-être il y a beaucoup de charges et autres. Vous n'étiez pas prêt. Bon, de façon naturelle, nous de l'opposition, honnêtement, et que vous l'avez tous constaté, c'est toujours difficile. Nous n'allons pas dans les élections avec de l'argent, puisque nous débrouillons pour y aller. Donc, nous ne voyons pas de cette façon, de cet angle. Peut-être c'est le pouvoir, effectivement, qui n'a pas d'argent. C'est le pouvoir qui est en malin point aujourd'hui, qui tire bénéfice de ce rapport. Hein. Mais nous, aujourd'hui, même demain, si le président de la République veut ou bien décide d'organiser les élections, par exemple, ce mois de décembre, nous sommes prêts. Parce que par essence, un parti politique aujourd'hui, nous, et ça, c'est le lieu de le dire, le parti Rewmi fait partie vous m'excusez de la répétition, des partis qui est parti à des gens plus que nous. Et malgré les difficultés, nous nous battons pour y être. Mais Khalid Diouf, vous me parlez tantôt d'un dialogue qui est au point mort, pour le dire ainsi. D'ailleurs, déjà, autant pour moi, je précise, on parle de dialogue politique. Et je vous ai dit tout à l'heure que depuis hier, le dialogue politique, quand même, il y avait des lenteurs. Pas point, il y avait des lenteurs. Mais depuis hier, quand même, il y a des avancées. Et il faut s'en féliciter, comme je l'ai dit, parce que c'était des préalables que nous avons posés. Est-ce que c'est des avancées considérables? Oui, très considérables. Je vous ai dit tout à l'heure que... Parce que les conseils municipaux seront élus au suffrage universel direct. Le maire, c'est là, effectivement. Non, parce qu'il y a 12 points sur le dialogue. Mais il y avait des points très importants où, par exemple, les accords sont déjà comme l'élection des maires au suffrage universel. Aujourd'hui, je vous ai dit que depuis hier, nous sommes tombés d'accord que le fichier sera audité et l'audit a démarré. Donc, ce sont des points très positifs aujourd'hui que nous avons. Donc, il y a... c'est pas une soustraction. Donc nos leaders ont pensé qu'aujourd'hui peut-être nous avons la même vision de ce qui se passe dans ce pays. Donc pourquoi pas ne pas faire la jonction des forces. Et c'est une coalition en gestation qui demain pourrait peut-être englober toute l'opposition. Oui, parce que ce sont des discussions. Mais rien n'est impossible aujourd'hui. Nous sommes en discussion. Dans ces conditions-là, peut-être ce sont les 5. Dans ces conditions-là, Khali, est-ce nécessaire de créer une coalition? Pourquoi? Parce qu'il y a pensons que 2021, ça se prépare aujourd'hui, 2024 se prépare aujourd'hui, 2022, ça se prépare aujourd'hui. Et il faut le reconnaître, nous sommes dans un pays où aujourd'hui, il faut le dire, hein, il n'est plus facile de gagner des élections, surtout présidentielles ou je ne sais quoi, avec un seul parti. Il faut aller en coalition. Et aujourd'hui, nous avons des leaders, nous avons des partis qui ont la même vision, la même peut-être, disons, stratégie. Pourquoi pas ne pas faire la jonction des forces? Mais une coalition qui ne parle pas exactement, c'est quoi son rôle donc? Ça, c'est votre avis et votre opinion. Mais on ne vous entend pas parler. Cette coalition aujourd'hui n'a pas plus de 2 mois d'existence. Hein. C'est juste, il y a de cela 1 mois que c'est en gestation. Mais on avait officiellement quand même de démarrer même avec un point de presse bien une bonne conférence. Ça, c'est votre, je vous comprends, la presse a tous les besoins de la matière pour aller son journal, mais quand même laissez-nous le temps de se construire, de s'organiser, et dès que nous allons finir de mettre les fondamentaux. Mais on avait quand même l'habitude d'entendre, par exemple, Idrissa Seck, qui fait partie de cette grande coalition, de s'intéresser des états d'âme du pays, on peut dire. Idrissa Seck est toujours
Mais entendre sur quoi? Je le dis et je le dis, je le répète. Par exemple, l'électricité. Tout le monde a un exemple très récent. Qu'est-ce qu'Idrissa n'a pas dit sur l'électricité? Nous sommes allés au-delà même de dénonciation. Non, nous sommes allés au-delà de dénonciation. Mais maintenant, nous sommes confrontés à une réalité. Il a dénoncé, mais il a proposé. Souvenez-vous qu'en 2014, je dis bien en 2014, nous avions sorti un communiqué en disant que pour le Sénégal, voilà le modèle que nous proposons pour l'électricité, et nous avions donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quand Idriss Seck demandait à ce pour que aujourd'hui la SENEC puisse résorber ces gaps de déficit, pourquoi pas ne pas externaliser aujourd'hui la production de l'électricité en confusant, par exemple, une ville comme Rufisque. Nous avions dit, par exemple, la Sococim produit de l'électricité. Pourquoi pas ne pas faire de telle sorte que Rufisque soit alimenté en essai par Sococim. Une ville comme Richard-Toll, nous avions dit pourquoi pas la CSS. Une ville comme Bawol, on dit que la compagnie, comment ça s'appelle encore, la Sonacos. Une ville comme Bourg, il y a les ciments du Sahel. Et nous allons donner des propositions concrètes d'ici ce point-là. Est-ce que vous pensez peut-être à la force Ousmane Sonko, parce que Aïcha Diakhaté, c'est très important. Ousmane Sonko est en train de gagner beaucoup plus de terrain au moment où l'opposition ou bien le reste de l'opposition est resté à fond. Réjouissons de son engagement politique, et nous l'avons toujours dit, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise. Éléments où nous pouvons arbitrer. Merci, M. Khady Diouf. Merci, madame. C'était un plaisir de vous recevoir. À moi de vous remercier. Et Issa, merci quand même aussi pour cette émission que je pense quand même nous avons essayé d'être très clair avec les Sénégalais. Mais vous restez avec nous, accompagné Issa Tine, tout de suite dans la rubrique Vie du Net. Okay. Contre l'électricité. Ont arrêté Guy Marius Sagna, Babacar Diop et d'autres membres de ces organisations Aïcha Diakhaté, mais quand même très commenté par les internautes. La première personne qui a commenté, donc elle déclare que c'est la preuve que si le peuple se dresse comme un seul homme devant Macky Sall ne dormira pas au palais présidentiel. Les policiers sont malmenés, finalement même sont malmenés à la limite, et ces énergumères peuvent-ils contenir des citoyens déterminés? C'est ce qu'a déclaré cette personne. Une autre personne également de commenter, pourtant le droit à la marche est garanti par la Constitution sénégalaise. Donc c'est vrai que Macky Sall est un dictateur, c'est ce qu'a déclaré cet internaute. Une autre personne également qui se surnomme Nyak Diom. Triste, un pays qui ne se défend jamais, on se laisse faire et qui vient pleurnicher après. Donc c'est ce qu'a déclaré cet internaute. Une autre des temps nouveaux en Europe. Bravo, c'est le symbole qui est important, pas le nombre de manifestants, et on peut rassembler au moins 1000 militants de cette manière entre la place de l'Indépendance et les hôpitaux, le Dantec principal entre autres, en quelques heures seulement pour pouvoir manifester, et soit 300 ou 1000, on est ensemble, même en étant à 200 km d'ici. Donc cela veut dire que cet internaute n'est pas à Dakar. De France qui déclare également cette action vaut au moins 100 manifestations à la place de l'obélisque. Sur le plan international, ça va faire mal, d'autant plus que les militants sont restés pacifiques, donc non à la pression fiscale sur les Sénégalais pour combattre
s'allonger sur la route. C'est comme ça ici en France et donc s'allonger pour après se laisser peut-être embarquer par les forces de l'ordre ou intelligence. C'est ce qu'a déclaré cet internaute qui félicite peut-être les manifestants. Une autre personne également de déclarer cette manifestation, c'est du n'importe quoi, de la pire impolitesse, un vrai manque de civisme. Ils n'ont qu'à respecter les institutions. Avec ça, comment peuvent-ils se réclamer des républicains? Ils n'ont qu'à attendre les élections pour dégager ce pouvoir dans la paix, mais surtout avec de l'élégance. C'est ça la démocratie que d'être un bandit. C'est vraiment l'incarnation du banditisme. C'est l'avis de cet internaute. Une autre personne également. Vous voulez nous tuer, c'est ce qu'a déclaré cet internaute qui est la dernière personne à commenter la vue du net de cette semaine à Aïcha. Merci à vous Issa Tine. Et la dernière note de cette édition, c'est la revue de la presse africaine de Safiatou Cissé. Bonsoir. APR, Cissé Lô aussi se rebelle contre Macky Sall, c'est le titre qui barre la une de Sénéweb. Et le site de nous apprendre que l'Alliance pour la République implosion. Après les coups de gueule du député Yaya Sow et de Moustapha Diakhaté, c'est au tour de Moustapha Cissé Lô de s'attaquer à la gestion du parti dirigé par le chef de l'État Macky Sall. D'Abuja, où il se trouve, le président du Parlement de la CEDEAO a posté une vidéo dans laquelle il dénonce les atteintes à la liberté d'expression au de considération dont il se dit victime. Malgré mon poste de vice-président, je suis considéré comme un meuble qui ne connaît absolument rien de ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Je ne suis associé à aucune prise de décision au niveau de l'institution, précise-t-il. Cissé Lô, dont les propos ont été rapportés par Vox Populi dans sa parution de ce vendredi, n'exclut pas de démissionner de son poste de vice-président à l'Assemblée nationale au motif qu'il y a des choses qu'il ne saurait accepter. Aussi prend-il fait et cause pour Moustapha Diakhaté, déplorant que ce dernier ait été limogé pour avoir exprimé son opinion. À l'APR, souligne-t-il, les transhumants sont mieux traités que les militants de la première heure. La déclaration du calife général c'est pourquoi je voudrais que vous m'édifiez sur ces points. C'est en ces termes que le député Mohamed Lamine Diallo a invité le ministre de la Justice lors de son face-à-face avec les parlementaires. D'après Dakar, un flagrant délit et je ne sais pas pourquoi il a été relaxé pour passer la nuit chez lui. J'aimerais être édifié sur les raisons, soulignera-t-il. Va-t-on vers une nouvelle crise des ordures à Dakar? C'est en tout cas la menace brandie par les concessionnaires du nettoiement. Jour après le retrait du mouvement pour la renaissance de Maurice Kamto, le social-démocratique Front SDF et le Parti pour la réconciliation nationale ont annoncé un possible boycott du scrutin si les conditions de leur participation n'étaient pas réunies. Au Soudan, le ministre de la Justice a annoncé la dissolution du parti de l'ancien président Omar el-Bashir. Le National Congrès Party disparaît donc à Ce texte était basé sur une interprétation très rigoureuse de la loi islamique. Plus de détails avec rfiafrique.com.
Merci à vous, Safietou Cissé. C'est à présent terminé l'édition du soir de ce vendredi 29 novembre 2019. Merci à toute l'équipe technique. Je veux citer Mami Kanté et Pape Sambo pour ces très belles images, mais également Serigne Aliouna Keita, Cheikh Tidiane Diop, Amdi Sidibé du côté de la régie. À la réalisation et la coordination, c'était Moustapha Diop. Restez fidèles au programme de Walf TV, La Voix des Sans-Voix. Tout de suite après moi, retrouvez Ramatoulaye Sarr et toute son équipe dans Grand Soir, comme tous les vendredis. Bonne fin de soirée à vous. Abdou Aziz Sy Al Ibn nit la koo xam ne li mu boole ci mbaax